Accepté cette demande d'audience avec beaucoup de plaisir pour plusieurs raisons. D'abord, dans ce que nous disons et faisons, nous parlons beaucoup de politique. Mais en réalité, vous savez, l'autre jour, j'ai dit au représentant des Nations Unies que la politique, là, en Afrique, on parle que c'est parler, aller chercher les votes, souvent même en disant des mensonges. Dans ma conception, la politique c'est un art à part, c'est pas une science exacte. Vous pouvez être un ingénieur, un juriste, un militaire, un médecin, mais vous pouvez bien faire la politique. Parce que ça a un objectif. Je dis que la définition que moi je me fais de la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est tout. Si on sort de ça, on est dans autre chose. L'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire pour les Africains? C'est de bien vivre. C'est ce qui est nécessaire. Il faut rendre ça possible, qu'on ait les moyens de le faire. Et ça, c'est vous. Et le politique, son rôle, c'est d'organiser la société, parmi lesquels les techniciens, pour réaliser ce possible. Donc que les populations aient à manger. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, quelle que soit la façon dont il s'installe, à la suite d'élections, suivant une succession dynastique, par coup d'État, il y a des missions et des tâches qu'il doit accomplir pour être légitime. Tout gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Il va tôt ou tard renvoyer par la population. La sécurité physique. Lorsque vous avez la vie, sauf, première des choses, vous cherchez à manger. Mais excusez-moi, j'ai fait une maladie la première année, à force de travailler pour la transition, je suis tombé un jour. Et après 3 mois, j'ai appris à vivre comme un enfant. Même pour boire de l'eau, comme les petits enfants là, à marcher, vous voyez, quand je marche, c'est comme un enfant de 6 ans. À boire, comme un enfant qui apprend à boire. Donc quand je parle souvent, ça revient. Donc la sécurité alimentaire. Après la sécurité alimentaire, il y a la sécurité sanitaire. L'homme cherche à sa santé. Ensuite, la sécurité éducationnelle. C'est les 4 piliers sur lesquels repose la légitimité d'un gouvernement. Et vous vous occupez d'une partie très importante, la sécurité alimentaire. Tout gouvernement, vous allez remarquer, il y a beaucoup de gouvernements qui ont été renversés à la suite des grandes famines dans les pays. Même quand il y a des pays qui veulent renverser un président, ils ne disent rien, ils attendent. Quand il y a la famine, à cause du mécontentement des populations, ils rentrent en sous-main. Peut-être qu'il y a même une raison, mais en fait, les gens ont faim, ils veulent partir. Il y a un pays voisin à côté de nous, le premier président, on l'a renversé à la suite d'une grande sécheresse. Ceux qui sont venus, ils n'avaient pas l'idée forcément de ceux qui ont applaudi derrière, mais eux, c'est à cause de la sécheresse de leur population. Il y a un autre, il a voulu discuter pour avoir un prix rémunérateur pour son pays sur les matières premières qu'il vend. Mais il se trouve qu'il était dans un autre plateau. On l'a renversé en réalité à cause de cette discussion-là. Parce que le prix de l'uranium dans le pays en question, ça fait 130 €.
et on les vendait seulement à 30 euros. Il a demandé qu'on les rajoute un peu. Mais entre-temps, il est rentré sur d'autres chantiers politiques. Donc, c'est ça qui captait les gens et on l'a renversé. Donc, un gouvernement qui n'arrive pas à nourrir sa population, sa légitimité va être forcément remise en cause. Et quand les pères fondateurs ont créé le SILS, le Mali en fait partie. Pour plusieurs raisons, toutes les organisations sous-régionales que vous voyez là, le Mali était l'un des fondateurs. CEDEAO, SILS, OMVS, Union africaine, pratiquement tout. Parce que dans la conscience collective des Maliens, il y a quelque chose qui est dans leur ADN. Toutes les grandes entités étatiques qui ont existé dans l'histoire médiévale jusqu'à la colonisation du Mali, leur berceau c'est le Mali. L'empire du Ghana, le berceau c'est le Mali, même si c'est Akoumbi Salé qui est en Mauritanie actuellement. L'empire du Mali c'est le Mali. L'empire Songwe c'est le Mali. Vous savez, quand j'étais au Niger, j'ai vu la mosquée d'Agadez construite à 1500 par Askia Mohamed. Askia Mohamed, c'était un Soudanais. C'était la mosquée, c'était le minaret le plus élevé dans le monde en cette période-là. Donc, dans l'ADN chez nous, le Mali a vocation à être au cœur de tous les regroupements africains. C'est pour cela que tous les gouvernements qui se sont succédés de l'indépendance à maintenant ont immuablement inscrit un article dans la constitution malienne. Aucun président n'a osé toucher. Il sait que ça c'est sacré pour les Maliens. Que le Mali est prêt à renoncer à tout partie de sa souveraineté au nom de la construction de l'Afrique. C'est dans toutes les constitutions. Les régimes ont changé, mais ça c'est resté immuable. Et les organisations sous-régionales aussi, nos présidents se font le devoir d'être toujours parmi les fondateurs. Souvent même en ne cherchant pas, si on n'organise pas bien, à être au centre, être directeur, avoir le siège. Mais il y a des organisations où les gens sont très sages dès la fondation, comme le SILS, où chaque pays abrite une institution. Le Niger, le Burkina, le Mali, les autres, ça s'est grandi. Toujours, tous les présidents du Mali sont au centre de toutes les associations africaines. Et même aujourd'hui, il y a un débat sur la CEDEAO. Bon, je pense que c'est un débat de politiciens. Ce n'est pas un débat des peuples. Ça n'intéresse pas les peuples. C'est les politiciens qui font leurs calculs pour durer au pouvoir, ils font des combinaisons, ils font des alliances. Sinon, les peuples n'ont rien à voir avec ce qui se fait. Aucun peuple n'a donné mandat à son président d'aller pactiser avec des gens pour affamer ou tuer les citoyens de notre peuple. Ça, c'est les chefs d'État. Lorsque la CEDEAO a décidé, par exemple, de l'embargo sur le Niger, au point que même les médicaments, les femmes et les enfants meurent dans les hôpitaux, le courant est coupé, les gens meurent dans les hôpitaux. Ça, ce n'est pas les peuples. Ça, c'est les politiciens. Donc certains le font juste pour conserver le pouvoir. Personnellement, je me suis toujours élevé contre ça, depuis des années, dans tous les gouvernements. Je l'ai écrit, je l'ai démontré qu'en réalité, l'orientation politique de nos pays, souvent, est biaisée. Par exemple, il y a peu d'entre vous qui savent qu'au siège de la CEDEAO, il y a un représentant de l'Union européenne, qui a un colonel là-bas qui a un bureau. Est-ce que vous imaginez à l'Union européenne qui a un colonel africain là-bas dans les réunions? Quand ils font des réunions, vous voyez toujours des Européens dans les réunions. Mais en Europe, il n'y en a pas dans les réunions, il n'y a pas d'Africains là-dedans. Donc ça, c'est des affaires politiques. Mais ce que vous faites là, ça c'est les peuples. Et les peuples veulent manger à leur faim. À
après leur sécurité physique, là, ils veulent se nourrir. Et la recherche agronomique, le travail, les résultats qui sont repartis, distribués dans tous les pays, ça profite au peuple. Les dirigeants passent, les peuples restent. Moi, je suis là, Premier ministre aujourd'hui, je dis toujours à mes collaborateurs, n'oubliez pas qu'on est de passage. Dans quelques années, c'est un autre qui va être là. Mais le peuple malien, lui, il reste. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, peut-être que pour vous, c'est des ingénieurs qui sont dans leur labo, ils travaillent pour l'agriculture. Mais en réalité, quand on regarde plus loin, on a une approche un peu philosophique et historique des phénomènes. Vous êtes au cœur du renforcement des liens entre les Africains. Parce que si un pays a la famine aujourd'hui, les autres vont l'aider. Et vous travaillez pour que cela n'arrive pas. Tous les gouvernements qui existent là, sans que vous ne le dites ouvertement, en fait, vous travaillez pour légitimer ces gouvernements. Mais c'est à eux de travailler pour les peuples. Parce que vous, votre rôle, ce n'est pas de vous mêler dans leurs orientations politiques, mais ils ne peuvent pas être légitimes si leur population a faim. Et pour que leur population n'ait pas faim, il faut que votre travail réussisse. C'est pour cela que je dis que quand j'ai eu la demande d'audience, hier d'ailleurs, quand le ministre, avant le conseil des ministres m'en a parlé, j'ai dit, monsieur le ministre, le 6, depuis que j'ai vu la demande d'audience là, moi j'ai tout de suite accordé. Parce que j'ai dit, ça c'est déjà avec qui il ne faut pas blaguer, pour parler trivialement. Parce que notre vie dépend d'eux. On se lève le matin, on mange à midi, on mange le soir. Si tu n'as pas à manger là, l'histoire de politique là, c'est parce que tu manges bien que tu fais la politique. Si tu n'as pas mangé là, tu ne t'occupes même pas de ta famille. Les Européens qui ont connu les misères, les grandes misères dans le temps, le président de Russie actuel, quand ils étaient à Stalingrad, mais la faim allait les tuer, les gens mangeaient des souris. Il y a des personnes qui mangeaient même des cadavres. En Afrique, souvent, on ne connaît pas la faim. Les Européens que vous voyez là, il y a des périodes dans leur histoire, pour celui qui lit l'histoire, et moi je m'intéresse beaucoup, ils ont subi des souffrances indicibles. Des hommes qui mangeaient des animaux, des souris. Mais aujourd'hui, il y a l'abondance, on jette les aliments, ainsi de suite. Mais chez nous aussi, il y en a. Moi, je l'ai vécu. On faisait une journée, 2 jours, on ne mange même pas. Quand on mange, on tremble même, ou bien on tombe. Moi, j'ai un de mes enfants un jour qui a commis l'erreur. Il me dit, mais papa, qu'est-ce que ça veut dire ne pas manger là? C'est quoi? Parce que lui, il n'a jamais fait une journée sans manger. Il dit, ah bon? Toi, tu demandes ça. Heureusement, ta maman ne va pas accepter. Sinon, je vais te sévrer pendant 1 ou 2 jours, tu vas voir. Parce que nous, on faisait une journée, on ne mangeait pas, on avait même des vertiges. C'est comme un jour, il y a un qui a commis l'erreur de dire à sa maman, mais les transports en commun là, est-ce qu'un enfant rentre là-dedans? Mais quand sa mère m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, on va lui montrer comment ça se passe. J'ai appelé mon gardien, j'ai dit, ce jeune-là, chaque week-end, vous le prenez, vous rentrez dans les transports en commun, vous partez à un bout de Bamako, vous revenez, vous faites jusqu'à midi. Quand ils ont fait 2 semaines, il me dit, papa, il a compris. J'ai dit, non, on s'est entendu sur 6 mois. Il faut que tu fasses les 6 mois pour savoir d'où vient ton père. Toi, tu es là, tu es fils d'un patron, on t'amène au travail dans un véhicule, tu reviens, tu manges tous les jours. Non, ça c'est maintenant. Mais dans les villages, jusqu'à présent, il y a des gens qui meurent de faim. Et pour qu'on en finisse avec ça, on ne peut pas les réussir sans vous. On ne peut pas les réussir sans les chercheurs sur les questions agronomiques. On ne peut pas les réussir sans ceux qui font les recherches pour trouver de nouvelles formules, tenant compte de nos climats, faire pousser de nouveaux types de produits pour qu'on puisse se nourrir. Donc vous occupez une place centrale dans la sécurisation, j'allais même dire l'existence des États que nous sommes. Les politiques parlent, on fait nos bagarres en haut, entre nous, on prend des sanctions, on fait ceci, on ferme, on fait les embargos. Mais moi, je suis sûr que vous n'avez rien à voir là-dedans. Il y a certains à qui on impose des situations. Bon, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas cette vocation. Mais en réalité,
Les bagarres entre les politiciens, là, vous n'avez rien à voir avec. Je vois à la télé certains qui disent oui, les pays sont partis à l'AES, ils ne doivent pas aller. Mais ces pays-là, on a les preuves qui servent de base arrière pour d'autres pays. On a les films, on a les enregistrements audio, on a tout. Mais pourquoi on vous utilise pour ça? Parce que chez nous, les gens cherchent à durer au pouvoir. Ils ne cherchent pas à régler les problèmes. Parce qu'il y a une chose, c'est venir vite, régler beaucoup de choses et partir. Une autre chose, c'est de chercher à durer. Vous durez, mais vous ne réglez rien. Et généralement, ces gens, quand ils partent, après 20 ans, on ne parle plus d'eux. Mais si tu fais peu de temps, tu fais beaucoup de choses, même si tu n'es pas là, on parlera toujours de toi. Et donc, je voudrais vous saluer, vous dire que, en tout cas en ce qui nous concerne, au Mali, notre gouvernement, avec le président, le premier ministre, les ministres et tout le gouvernement, nous vous soutenons des deux bras pour plusieurs raisons. D'abord, nous savons que si notre population ne mange pas, notre gouvernement ne peut pas être légitime. Nous savons aussi que historiquement, nous sommes condamnés à faire réussir les organisations sous-régionales. Les Maliens ne l'accepteront pas. Chaque fois qu'on parle de diviser les Africains, les Maliens se révoltent. Et une année, on avait des grands gangsters au moment où le grand banditisme a quitté vers la côte et est venu vers le centre. Des grands gangsters se sont mis à tuer les gens. Mais le président a donné aux forces de l'ordre une semaine pour en finir. On les a tous arrêtés. Mais dans les explications, il y a un agent des forces de l'ordre qui a commis l'erreur de nommer des pays dont ils sont ressortissants. Mais il a été relevé. Il a dit qu'au Mali, c'est pas ça. Les voleurs, les bandits, là, ils n'ont pas de nationalité. Même au Mali, il y a des voleurs, des bandits. C'est pas parce que ceux qu'on a pris sont de telle ou telle nationalité qu'on va citer leur nationalité. C'est une façon de les fustiger. Mais il a été relevé de son poste. Au Mali, ça c'est normal. Il y a des quartiers entiers qu'on a renommés au Mali. Parce qu'il y a eu des malentendus avec le Mali et certains voisins. Mais le président a décidé que les quartiers, parce que vous savez, quand notre pays a été formé, il y a des groupes qui sont venus des pays africains. Par exemple, il y a un quartier qu'on appelle Wolofobougou au Mali. Là-bas, la majorité des gens sont venus du Sénégal. Il y a d'autres, mais quand on a eu des conflits, mais on a changé le nom pour que leur groupe ethnique n'apparaît plus. Et ça, c'est une décision du président. Parce qu'au Mali, on est un pays d'immigration et d'immigration. Tout Malien a un parent à l'extérieur. Tous les Maliens. Moi, je le dis souvent aux gens, en Côte d'Ivoire, moi, j'ai les 80% des braves valides de mon village. Ils travaillent en Côte d'Ivoire. Avant, ils étaient au Ghana, au Nigeria. Donc, nous, c'est dans l'ADN des Maliens. Nous avons vocation à travailler avec tous les Africains. Et quand nous voyons que nos techniciens, malgré les faux débats qui sont passagers, qu'il y a entre les hommes politiques au niveau de la CEDEAO, les techniciens sont ensemble, ils travaillent, ils font des stratégies pour régler les problèmes. Je pense que nous avons l'obligation de vous soutenir. Parce qu'il y va, même si on veut juste régler les problèmes politiques, il ne peut pas être réglé si la population n'est pas bien nourrie. Et donc, je voudrais vous saluer, vous féliciter pour les résultats de vos travaux et vous dire qu'en réalité, il y a les soldats qui ont les armes au front et se battent. Mais vous êtes des soldats aussi. Vous n'avez pas des armes, mais vous avez votre tête, vos stylos, vous calculez, vous faites des expérimentations. Il n'y a pas de grade, on dit directeur général. Bon, en fait, c'est la même chose. C'est des caporaux, des hommes de rang, des colonels, des généraux. Pour ce qui concerne notre pays, les gens le comprennent très bien. Que ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est des soldats au front qui travaillent pour nourrir notre population. Parce que nous savons très bien que dans la bataille que nous menons, après la reconquête militaire du territoire, il faut nourrir notre population. Il faut qu'elle soit à l'aise. C'est pour cela que récemment, dans la doctrine de l'AES, on a mis ce qu'on appelle les 3D.
défense, diplomatie, développement. Défense parce qu'au début, il fallait défendre nos populations. Parce que tout ce qui a été dit dans la lutte contre le terrorisme, c'était du mensonge. Et j'ai dit ici aux représentants de l'ONU qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Depuis plus de 10 ans au Mali, on n'a fait que mentir. Mentir au Mali, mentir à la communauté internationale, le mensonge et la vérité se tait. La vérité, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on a dit aux gens, c'est le contraire qu'on fait. L'ONU est venue ici, on a dit que la munition vient pour aider les Maliens à lutter contre le terrorisme. Le président français dit l'objectif de leur opération, c'est de détruire le terrorisme. C'est d'aider l'État malien à récupérer, à mettre son autorité sur l'ensemble du territoire. C'est d'appliquer les résolutions des Nations Unies. Vous savez, je vous explique ces choses-là. Je sais que certains, ça ne les intéresse pas parce que c'est trop politique, mais pour que vous compreniez au moins ce qui se passe. Voici les 3 raisons pour lesquelles l'ONU a intervenu au Mali. Détruire le terrorisme, aider l'État malien à affirmer son autorité sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Nous avons analysé le terrorisme en 2007, en 2013, était confiné à l'extrême nord du Mali. Quand on a mobilisé 50 000 forces armées sur le territoire national, les forces étrangères plus celles maliennes, 50 000 forces armées. Pendant qu'elles agissent, le terrorisme va aller de l'extrême nord du pays, elle a pris 80% du territoire. Il est parti au Burkina. Au Burkina, il n'y avait pas de terrorisme. Il y avait un président qui croyait d'ailleurs que c'est en négociant, c'est quand on négocie chez lui que le terrorisme ne va pas arriver. Il n'y avait pas le terrorisme au Niger. Ils sont envahis aujourd'hui. Il a fait des incursions en Côte d'Ivoire à Grand Bassam. Aujourd'hui, c'est le Togo et le nord du Bénin. Donc, ça veut dire que c'était du mensonge qu'on nous a vendu. Et la vérité se taisait. Premier mensonge. Deuxième mensonge, que c'est pour asseoir l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. On s'est rendu compte que c'est le pouvoir politique français qui a pris la décision d'interdire à l'État malien de rentrer à Kidal, de créer un État dans l'État qui fête chaque année sa fête d'indépendance le 6 avril. Ils font des défilés militaires. Les officiers de l'administration viennent au défilé. Les ambassadeurs viennent. Les drapeaux sont hissés dans le même pays. Tous les ambassadeurs d'ici vont là-bas, y compris celui de France. Ça veut dire que c'est du mensonge aussi. Troisième mensonge, appliquer les résolutions des Nations Unies. Ces résolutions, moi, je les connais par cœur. Elles sont aussi différentes les unes des autres que vos habits là, que vous lavez quand elles sont sales. Aucune commune mesure. Si vous lisez la résolution qui a été vendue aux Maliens à la veille de l'intervention armée, dès qu'ils se sont installés, le 20 juin, ils ont pris une autre résolution qui a dit autre chose. Les forces avec lesquelles on a signé l'accord d'Alger de paix, les principales forces ont refusé de signer. Et l'État français nous a dit, il ne faut pas vous en prendre à eux. On a fait un addendum le 20 juin. Et dans l'addendum, c'est écrit noir sur blanc des éléments de la partition du Mali. C'est ce que moi j'ai appelé la partition programmée, qui a la même valeur que l'accord. Ça n'a pas été présenté à la communauté internationale. Mensonge. Donc, ce n'est que le mensonge qu'on délivre en permanence. On met dans la tête des gens. C'est tout ça qu'on a découvert. Arrêter le problème du Mali, ce n'est pas autre chose. Hein. C'est parce qu'on a découvert ce système maléfique. MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba. On s'est rendu compte que tout ça, c'est des structures qui étaient créées pour nous maintenir
dans le désordre pendant 15, 20, 30 ans. Tous ceux qui comprennent là vont mourir. Il y aura des nouveaux jeunes qu'on appelle démocratiquement élus, qui ont des passeports binationaux, qui voyagent, qui donnent de l'argent, ils viennent, le président est l'argent, il donne de l'argent aux gens. Quand vous voyez quelqu'un distribuer de l'argent, ce n'est pas son salaire, c'est l'argent d'autrui. L'argent que vous travaillez pour avoir par mois, là, vous ne le distribuez pas. Hein. Vous le calculez sérieusement avec votre femme pour nourrir vos enfants. Mais si vous distribuez comme ça c'est l'argent des autres. Donc ils attendaient d'avoir des gens comme ça à la tête des États. Dieu a fait que nous, on a commencé à faire une bonne lecture. Très bonne lecture. Moi, j'ai écrit depuis 2018 sur les rébellions au nord du Mali. Tout ce qui a été avancé, c'est vrai peut-être à 10%. Mais le plus grave, c'est que ceux qui font ça, tout ce qu'on a voulu investir au nord, c'est eux qui ont refusé. Avant qu'Amadou Toumani ne tombe, on a fait une réunion à Kidal. 500 milliards ont été annoncés. Vous voulez faire un hôpital? Ils viennent, ils cassent. Vous amenez des voitures, ils volent. Vous voulez faire des routes, ils tuent les ouvriers. Après, c'est les mêmes qui vont sur la radio internationale pour dire qu'on ne fait pas de développement au nord. Il n'y a rien au nord, rien ne marche. Donc on était dans un cercle vicieux. L'armée ne pouvait rien. Les militaires, on travaille les cerveaux, on amène les gens dans l'armée. Leur rêve, c'est d'être général milliardaire. L'armée et l'enseignement, c'est des sacerdoces. On ne vient pas là-bas pour s'enrichir. Mais ils ont fait ça. En même temps, ils donnent des interviews, ils écrivent dans les journaux. Ah, il n'y a pas de militaires chez les Africains, c'est des corrompus, ils vendent l'essence, ils vendent les pneus, ils ne valent rien. Ou ils disent au Mali, il n'y a pas de militaires. C'est comme des lapins. Dès que tu tires, ils fuient. Pourquoi? Quand par exemple on doit envoyer 200 personnes quelque part, les politiques qui sont de connivence avec eux envoient 100 personnes. Sur les 100 personnes, les 50 n'ont pas d'armes. On arme seulement les 50. Sur les 50 qui ont des armes là, les fusils sont chargés pour 20. Les autres n'ont rien. Les terroristes sont des gens jusqu'au cœur du système. Donc ils s'informent. Donc là où on dit qu'il y a 200 soldats, ils tombent sur eux un jour. Ils tuent ceux qui ont les armes. Ceux qui n'ont pas les armes, qu'est-ce que vous faites? Pour vous sauver, vous fuyez. Après, on a fait des romans. Les soldats fuient. Mais l'arme, les soldats n'achètent pas les armes. C'est les politiques qui achètent. Et vous savez qu'au Mali, c'était interdit pour le Mali d'acheter même des simples lunettes vision nocturne. C'était interdit qu'on achète. On ne peut pas acheter des hélicoptères de combat. Les soldats meurent. On ne peut pas transporter les corps dans les cimetières. Parce qu'on nous a interdit d'avoir des avions de transport. On fait des fosses communes, on les enterre. Au Niger, à Inates, à Chinagoden, c'était la même chose. Donc, voici le système qu'il y avait. En tout temps, on recrute certains citoyens, on leur donne des salaires mirobolants. Les fonctionnaires viennent avec des gros salaires, on double le loyer dans le pays. Les citoyens du pays vivent la misère, sauf ceux qui se rallient à eux. Donc, il y a une couche qui se crée, qui a objectivement intérêt à ce que le système perdure. Mais ceux qui manipulent tout ça, là, où est-ce qu'ils sont? Ils créent des forces. G5 Sahel, MINUSMA, Barkhane, rien. G5 Sahel, c'est la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina et le Tchad. Imaginez-vous que le Tour du Mali arrive. C'est un pays extra-européen qui dit qu'il n'y a pas de réunion à Bamako. Et la réunion ne se tient pas. Le Mali paye 400 millions de cotisations tous les mois, tous les ans. On a dit, mais ça ne sert à rien de rester. On a demandé 400 millions par an de dollars. Ou bien 2 milliards pour finir avec le terrorisme. On n'a pas pu trouver. Après la soi-disant force d'attente de la CEDEAO, on dit qu'elle a 3 milliards de dollars. Qui va payer? Cette force qui attend d'ailleurs depuis 2002, parce qu'elle a été créée à l'investiture du président sénégalais Macky Sall.
Depuis, elle est en train d'attendre. On a dit qu'elle va se réveiller, qu'elle va tomber sur le Niger. On leur a dit que si vous touchez à un cheveu du Niger, celui qui s'engage le premier là-dedans, on va lui raser la tête. Finalement, elle est toujours en train d'attendre. Il paraît que récemment, on l'a activé, qu'il y a une force d'attente qui va être créée. Nous, on les attend de pied ferme. Parce qu'il n'y a rien. 2 milliards sur tous les Sahel, on n'a pas trouvé. Pendant 7 ans, on a trouvé 30 milliards, 600 milliards pour l'Ukraine en quelques semaines. Mais pourquoi les Africains ne sont pas capables de comprendre ça? On fait l'embargo pour affamer le Mali, le Burkina. Et les présidents qui font ça, ils se lèvent, quand on dit qu'il y a le prix du blé est cher, ils vont en Russie pour prier la Russie vraiment d'ouvrir pour vendre le blé au reste du monde. Mais ces Africains-là, mais c'est des jouets. Où ils vont en Russie, on fait une photo de famille. Il y a un président africain qui dit que lui, il ne peut pas faire des photos avec le président du Burkina et du Mali parce que c'est des militaires. Quelque temps après, il y a coup d'État dans un pays et je vois le même monsieur en selfie avec le nouveau militaire là-bas. Un bon coup d'État. Il fait en veste. Mais quand je dis, mais ça c'est des guignols. On les appelle présidents démocratiquement élus. Ça, c'est pas sérieux. Et donc, en réalité, il n'y a aucune volonté au Mali de se détacher de qui que ce soit. Hein. La réalité, c'est que ceux qui prennent ces décisions-là, ce n'est pas pour l'intérêt de leur pays. On n'a aucun problème avec les peuples. Les peuples n'ont pas de problème. C'est des dirigeants qui font ces calculs-là. L'autre jour, la CEDEAO, est-ce que vous imaginez, au siège de la CEDEAO, il y a un bureau occupé par un officier de l'Union européenne? Mais ça, c'est quoi ça? Donc ces histoires-là, nous ne pouvons plus les accepter au Mali en tout cas. Nous avons dit non. Parce qu'on a tout mis bout à bout. Quand Serval s'est transformé en Barkhane en 2016, est-ce que vous savez que le chef d'état-major de l'armée française est venu faire une revue des troupes des militaires français au Tchad, sur la base de Faye Largeau? Vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'on était là il y a 100 ans. On est parti il y a 60 ans, donc aux indépendances. Maintenant qu'on est venu là, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il dit à ces soldats pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Ces histoires de terrorisme, ça c'est pour les Africains. C'est nous qui sommes là, on danse, on lutte contre le terrorisme, et on fait des folklores. Et ils savent pourquoi ils sont là. Et vous savez qu'en 2014, quand on a fait une opération pour faire perdre l'armée malienne à Kidal, on a égorgé 7 préfets. Les militaires maliens, certains pour se sauver, ils sont rentrés dans le camp de l'aménagement. Après les événements, l'armée malienne a voulu récupérer ses armes. Vous savez ce que l'officier international français dit? Il dit aux Maliens, ça ne vous appartient pas, ce sont des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA, à la rébellion. Donc allez-y demander leur autorisation. Mais nous, on met tout ça bout à bout, on les lit. La première fois où les Africains ont décidé de créer cette fameuse force d'attente-là, c'est en 2000 à l'investiture de Macky Sall. Les Africains disent, bon voilà, on fait une force d'attente de 3000 hommes. On va l'envoyer au Mali. Comme par hasard, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, surgit, on ne sait même pas d'où, il prend la parole, il dit que ça c'est trop, pour seulement 500 bandits. Mais quelle est son affaire? Que nous on prenne un éventail ou bien un marteau pour tirer notre mouche, où est son problème? Et il a imposé sa volonté, avec les présidents démocratiquement élus. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Et je leur ai dit que nous, là, nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. Pendant la colonisation, là, il y a des pays qui ont colonisé en 6 mois. Mais notre territoire, là, ils ont mis 38 ans de guerre militaire pour l'occuper. De 22 septembre 1878 au 20 juin 1916, André Mboukan. 38 ans. Et pendant les 70 ans, il n'y a jamais une année où il n'y a pas de révolte de population. Donc je leur dis que nous, on n'est pas comme les autres. On ne peut pas venir nous subjuguer. À un moment, ils ont eu des dirigeants,
qui fêtait, démocratiquement élu. On commande des hélicoptères. Tout l'argent est détourné. Les gens qui prétendent lutter contre la corruption. Nous n'avons pas un hélicoptère. On commande des avions de combat. Tout est détourné. On n'a pas un avion. On commande un avion de transport pour transporter les troupes. Et les corps si nos soldats meurent. On le bloque. Mais on est resté, on n'avait aucune solution. Notre pays était sans espoir. C'est comme ça que le peuple malien s'est soulevé. Pendant 4 mois, ils ont tout fait. Moi, je connais beaucoup de présidents des pays africains qui avaient des missiles dominicés ici dans les hôtels, avec des valises d'argent, pour corrompre notre mouvement. Après 4 mois, l'armée a intervenu. Les militaires qui sont venus là, ils ne sont pas venus des camps pour prendre le pouvoir. Hein. C'est des gens qui ont fait 20 ans au nord, la moitié de leur vie. Ils savent toutes les trahisons, les coups bas, tout ce que le Mali a subi. L'actuel président, il fait partie de ceux à qui on a interdit de rentrer à Kidal. L'actuel ministre de la Défense, on a tué tous les gens autour de lui dans une opération. Il a été sauvé parce que les balles venaient ricocher sur le chargeur de son fusil. Le président du Conseil national de transition, il a fait sa moitié au Grand Nord. C'est lui qui dirige les services de sécurité. Il n'entend même pas parce qu'il y a un de ses oreilles qui a explosé. Donc ce n'est pas des hommes qui regardent les livres pour savoir ce qu'ils ont vécu. Ils viennent trouver une partie de l'élite qui sait lire les choses, l'histoire. On s'est mis ensemble pour réveiller notre pays. C'est tout. Hein? Maintenant, il s'est trouvé des présidents qui reçoivent des ordres, qui voulaient nous empêcher de faire ce qu'on veut. Mais on a refusé. Après, c'est venu le tour du Burkina. Est-ce que vous savez qu'un haut diplomate a appelé un haut responsable burkinabé, moi je le sais, pour lui dire ne suivez pas le Mali. Si vous suivez le Mali, vous verrez. Il lui a dit que nous on a terminé avec ça. On ne revient plus sur le passé. Mais le lendemain, les attaques se sont multipliées dans leur pays pour faire tomber le président. Et il l'appelle et dit, vous voyez ce qu'on vous a dit, si vous n'arrêtez pas là, on va multiplier les attaques jusqu'à ce que votre régime tombe. Pendant ce temps, ils avaient un président démocratiquement élu ailleurs qui dit aux gens, attention, hein, il ne faut pas vous battre contre les terroristes, ils sont trop forts. Ils sont plus forts que vous. Et puis dans les Burkinabés, la font des miliciens. Mais en Europe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a formé des partisans. Des partisans, les partisans c'était des civils, des patriotes qui se battaient pour leur pays. On ne les a pas appelés des miliciens. Et puis un président qui dit à son armée, il ne faut pas te battre, hein, les terroristes sont plus forts que toi. Mais dans la guerre, ça c'est quelqu'un qui fait le jeu de l'ennemi objectivement. Mais on a découvert après qu'en réalité il travaille pour d'autres pays. Voici la situation en Afrique. Tout ce qu'on va vous dire, ce n'est pas vrai. L'AES, on n'a pas décidé de quitter. C'est qu'il a été décidé ailleurs qu'on va tomber sur le Niger et renverser le régime. Tuer les populations dans les hôpitaux par la famine, par manque de médicaments. Et nous savions très bien qu'après le Niger, là, c'est le Burkina. Après le Burkina, c'est nous. Nous avons dit que le premier président qui va se lever pour envoyer ces troupes-là, nous, on va lui raser la tête. Il n'a qu'à réfléchir bien dans son palais. C'est comme ça que c'est venu. Parce que c'est la belle vie, hein. C'est envoyer les enfants d'autres mourir. Eux, ils ne veulent pas la mort. Mais celui qui veut attaquer le Mali, le Burkina et le Niger, il n'aura jamais la paix. Et puis, j'ai dit quelque chose à tout le monde pour que ça soit entendu en haute intelligible voix. Le Mali est un pays béni. Tous les présidents, tous les États qui sont mis contre le Mali, même quand c'est des Africains, ils ont tous été humiliés à la fin. Personne, tous les présidents qui se sont acharnés contre le Mali, ou Malola, d'après chez nous, ils ont eu honte. Et la transition là, elle va aboutir. Tous ceux qui vont se mettre contre là, ils vont échouer. Parce que nous ne sommes contre personne. Nous voulons qu'on nous laisse en paix. Suivre notre voie, c'est tout. Les Maliens,
c'est la communauté étrangère des Maliens les plus importantes. Après le Mali, là, c'est la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, c'est Paris. Et si vous imaginez que quelqu'un de sérieux, qui veut être légitime au Mali, il va se mettre contre la France? Mais ce n'est pas vrai. On est contre la politique de ceux qui donnent des oukases, qui appellent notre président, il lui dit, vous savez, on veut que tel ou tel soit président, premier ministre, président de l'Assemblée. Ça, c'est notre président qui l'a dit. Hein. On lui a téléphoné de Paris. Le Niger, pendant qu'il y avait la crise, il y a un pays qui dit qu'il va intervenir. On l'appelle pour lui dire, écoute, le Niger, là, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour nous. Il ne faut pas vous mêler des affaires du Niger. Nous, on est en train de réfléchir. On a fait un cabinet de défense pour regarder. Pendant ce moment, quand il y a un autre coup d'État, ils disent, mais on est en train de suivre avec attention. Ça, c'est un bon coup d'État. Je veux que vous compreniez, parce que vous êtes dans vos labos, vous cherchez, mais que vous compreniez. On n'a rien, parce qu'il y a cette propagande qui dit, vous voyez, ils ont divisé l'Afrique, on a quitté. On n'a pas quitté l'Afrique. On a divisé personne. Et on sait que les peuples ne sont pas divisés. La preuve, c'est que vous êtes ensemble. Vous n'avez rien à voir avec ce charabia-là des politiciens qui parlent dans une langue d'air que les Africains ne comprennent même pas. Donc, continuez votre travail. Tous ces hommes politiques qui sont dans ces manœuvres-là, nous allons tous partir un jour. Mais les peuples vont rester. Et vous, vous êtes le cordon ombilical qui lie les Africains. Les gens ont besoin, quand on va détruire ce terrorisme-là, il y aura la paix. Vous avez vu l'Union européenne, et pendant qu'il y a le terrorisme au Mali, ils vont au Ghana, qu'ils ont venu de donner une aide de 600 millions d'euros. En ce moment, il y avait les inondations. Au lieu de faire des inondations des routes, ils disent non, c'est pour acheter des armes, pour lutter contre le terrorisme. Lequel terrorisme vous-même vous avez amené? Et les armes, on va les acheter d'où? On va acheter les armes à l'Union européenne. Mais regardez-moi des gens comme ça. Et quand il y a eu le bon coup d'État, qu'ils pensent que c'est... Pendant qu'au Niger, ils font des conseils de défense à Paris. Le coup d'État a eu lieu dans un autre pays. Le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, il réunit les ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne. Il dit, attention, les Africains là, il faut qu'on cherche à les comprendre. Nous, on a des intérêts là-bas qu'on doit défendre. Il dit, mais toi, tu t'es réveillé à midi. Nous, on est sur pied depuis 5 heures du matin. Tu viens nous faire la leçon. Il faut aller dormir encore. Mais voilà la situation dans laquelle on est. Et il est bon que les intellectuels africains le comprennent. On est contre personne. On est avec tout le monde, surtout les Africains. Aucun dirigeant malien ne va commettre l'erreur d'être vu par les Maliens comme un diviseur. Le peuple malien ne lui pardonnera pas. Il faut que vous ayez ça en tête. Et ceux qui vont parler avec vous, il faut leur expliquer. Les Maliens n'ont rien contre la CEDEAO. Les Maliens n'acceptent pas certaines pratiques. C'est tout. Et vous, continuez votre travail. C'est vous qui faites l'espoir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, c'est vous. C'est ceux qui ne sont pas dans ces jeux politiciens. Faites votre recherche. Si vous avez une graine qui marche bien, qui résiste à la sécheresse, que ce soit au Mali, au Niger, au Sénégal, au Tchad, les gens vont manger cette graine. Il n'y a pas de politique là-bas. Donc vraiment, il faut continuer votre travail. Et nous comptons beaucoup sur vous. Moi, personnellement, je pense qu'on a un devoir de génération à remplir. Les Maliens nous ont tout donné. Le peu de temps qu'on est à la décision, il faut qu'on fasse en sorte que les choses marchent. C'est pour ça que votre ministre l'a dit dès le départ, s'il a un soutien dans le gouvernement, en tout cas, il peut compter sur moi. Tout ce qui est nécessaire pour l'agriculture, de même que pour la santé, de même pour la formation professionnelle, va être regardé avec le plus d'attention, comme on le fait pour l'armée. Vous savez, nos militaires, je les appelle souvent les monébodéons. Ceux qui ne savent, comprennent pas Bambara, je vais vous expliquer ce que c'est. Quand vous avez une colère très forte à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous débarrasser de ça. C'est lui qui vient vous aider à vous débarrasser de ça. C'est ça les monébodéons. Monnaie, c'est le chagrin. C'est lui qui vient vous aider à la... C'est ce que les militaires maliens ont fait. Il y a quelques années,
Personne au niveau de la communauté internationale, même les Maliens, ne pensaient qu'on allait reprendre Kidal. Il y avait un État là-bas, protégé par les Occidentaux, qui avaient leur drapeau, ils avaient pratiquement leur gouvernement, ils avaient leurs mines, ils faisaient leur commerce, ils avaient des cachets, ils avaient des défilés, ils fêtent leur fête d'indépendance. Tout ça, c'est dans le Mali. Les ambassadeurs des pays démocratiques, là, ils vont tous là-bas. Mais on va aller où, ça? Le jour où il y a un pays, je termine par ça, où le président a osé dire que tous les problèmes, c'est à Kidal. Vous savez du pays desquels je parle, parce qu'il a dit, tout le monde l'a entendu. Mais on l'a bagabaga. Bagabaga chez nous, c'est parce qu'on lui a fait peur, il n'en a plus parlé. Et le président qui a été élu à sa place, qui est tombé après, au Niger, à son investiture, tout le Gotha de la direction de la rébellion était là-bas. Ils les ont fait asseoir pratiquement dans la même rangée que le président du Mali. Comme un État. Vous croyez que les Maliens sont dupes? Nous, on regarde tout ça, on ne peut pas accepter. C'est tout. On n'a pas un autre problème avec quelqu'un. Donc, vraiment, je vous félicite. Vous pouvez compter sur nous. Continuez vos recherches. Ne nous gardez pas dans nos bagarres là. On va se bagarrer entre nous politiciens là. Quand on va finir de se chamailler là, on va chercher à manger. En ce moment, on viendra vous chercher votre importance. Et vous allez dire que bon, le plat est déjà prêt. Tu vois? Ou bien vous allez dire, on ne vous donne pas le plat tant que vous ne nous entendez pas. Allez-y dehors, vous entendez venir. Donc vraiment, ne sous-estimez pas du tout votre poids. Les pays du Sud font beaucoup d'espoir sur vous. Nous comptons sur vous. Moi, j'ai une claire conscience que si on ne nourrit pas notre population, on ne peut pas être légitime, on ne peut pas parler. Si vous voyez qu'on parle le verbe haut, moi je ne regarde pas à droite, à gauche, c'est parce que je sais que je suis sécurisé. Et puis c'est parce que j'ai bien déjeuné avant de venir ici. S'il n'y avait pas tout ça, votre audience là, je ne sais pas quand elle allait avoir lieu. Merci bien, la séance est levée.